Lorsque les historiens racontent l'année 1835 à New York, leur attention se fixe inévitablement sur la catastrophe en surface. Le grand incendie qui ravagea le bas Manhattan, les 700 bâtiments consumés en une seule nuit de décembre, le quartier financier réduit en cendres gelées, le cœur de la ville éventré dans des températures si froides que l'eau se transformait en glace avant d'atteindre les flammes. Mais le récit authentique, celui qui brille par son absence des comptes rendus journalistiques et demeure dissimulé dans l'ombre des archives, a pris naissance sous les rues. Il a commencé par une opération de déblaiement tout à fait ordinaire. Les ingénieurs reçurent pour directive d'excaver le quartier incendié, stabiliser les fondations sur 17 îlots urbains et déterminer si la terre calcinée pouvait supporter le poids d'un centre commercial reconstruit. Pendant que la nation observait les marchands new-yorkais sauver ce qui restait de la capitale financière américaine, l'objectif était purement pratique: dégager les décombres, inspecter le substrat et préparer le terrain pour la reconstruction. Mais à l'instant où les ouvriers commencèrent à pénétrer à travers les sous-sols carbonisés, quelque chose de totalement inattendu se produisit. Ils percèrent dans des chambres qui étaient demeurées scellées depuis des générations. Sous les maisons de marchands, à des profondeurs dépassant largement la portée de toute cave documentée, les équipes découvrirent des salles et des appareils ne correspondant à aucun registre de construction. Leur configuration était déconcertante, leur fonction défait toute explication, et les machines ne ressemblaient en rien aux encyclopédies mécaniques de cette époque. Elles n'évoquaient même pas l'ingénierie industrielle britannique telle que conventionnellement comprise. Cette information ne fit jamais surface dans les rapports publics de reconstruction. Elle n'apparut pas dans les journaux chroniquant le remarquable rétablissement de New York. Pourtant, dans la documentation confidentielle de cette période, une expression particulière se manifeste à répétition. Appareil imprévu, profondeur sans précédent, source indéterminée. L'explication autorisée compresserait ultérieurement tout cela en mécanisme de pompage désuet, équipement d'atelier abandonné ou simplement débris d'incendie mal identifiés. Rien d'exceptionnel, rien justifiant un examen. Mais les photographies de récupération de cet hiver, celles traitées dans des bureaux obscurcis pendant que New York se reconstruisait avec une vélocité stupéfiante, révèlent quelque chose de contradictoire. Elles révèlent des ouvriers positionnés près d'enceintes métalliques, gravées avec une précision largement supérieure à la capacité de toute fonderie de cette époque. Des assemblages ajustés si parfaitement qu'à travers l'éclairage inadéquat de la photographie de 1835, aucune jointure n'est discernable. Des mécanismes et turbines ne ressemblant à aucune manufacture américaine reconnue, mais quelque chose de plus ancien, plus complexe, plus intentionnel. Et plus ils excavaient profondément, plus les strates cessaient de ressembler à une chronologie industrielle telle que nous la comprenons, et ressemblaient davantage à une technologie ayant été enterrée, occultée et délibérément effacée de la mémoire. Initialement, les équipes de récupération tentèrent de catégoriser tout de la manière la plus élémentaire concevable: équipements hydrauliques obsolètes, vestiges manufacturiers désertés, déchets d'ateliers antérieurs à la conflagration. Mais à mesure que la documentation s'accumulait et que davantage de machines étaient découvertes, les contradictions proliférèrent. Pourquoi certains mécanismes étaient-ils construits selon des spécifications bien plus exigeantes que toute installation mécanique de l'époque ne pouvait accomplir? Pourquoi des composants particuliers étaient-ils façonnés en configuration standardisée, comme s'ils étaient produits en série plutôt que forgés individuellement? Pourquoi certains systèmes s'étendaient-ils dans des chambres bien au-delà du périmètre de toute structure documentée? Et la question qui troublait même les ingénieurs les plus chevronnés: pourquoi ces machines étaient-elles si remarquablement avancées? New York en 1835 connaissait une industrialisation rapide. Pourtant, les machines sous des portions du quartier incinéré semblaient conçues pour des applications qu'aucun ingénieur contemporain ne pouvait identifier. Les équipes de récupération reconnurent discrètement entre eux que la sophistication et l'exactitude ne concordaient avec aucun fabricant connu.
Et bien qu'aucun d'eux n'employât une terminologie comme technologie disparue, ils reconnaissaient quelque chose d'également troublant. Quelqu'un avait construit ces machines auparavant, pas des outils rudimentaires, pas des moteurs primitifs, des systèmes de génération d'énergie. À mesure que les dossiers s'étoffaient, le silence également. Les rapports devinrent plus succincts. Les descriptions se firent indéfinies. Les photographies cessèrent de capturer les perspectives les plus exhaustives des découvertes. Puis, les zones d'excavation furent partiellement remblayées début 1836, recouvertes là où nécessaire pour de nouvelles fondations, et une grande partie de ce qui avait été exposé retourna dans l'obscurité. Seuls des fragments persistent, documentation, quelques photographies, et les témoignages feutrés d'archivistes qui examinèrent les dossiers avant que certains ne disparaissent entièrement. Mais même parmi ceux qui subsistent, une configuration devient visible, des machines excessivement précises pour tout fabricant reconnu, des composants excessivement avancés pour la chronologie acceptée, des méthodologies d'ingénierie qui semblent héritées plutôt qu'innovées. Une technologie semblant appartenir à une époque de construction entièrement différente. Et c'est là que les chercheurs contemporains commencent à poser des questions que les équipes de 1835 pouvaient à peine articuler. New York fut-elle construite au-dessus d'un complexe énergétique oublié? D'anciens ingénieurs réutilisaient-ils des machines qu'ils ne comprenaient pas pleinement? Et pourquoi de nombreux aspects de la récupération demeurèrent-ils non documentés, scellés, ou simplement éradiqués des registres? Lorsque les équipes de récupération progressèrent au-delà des strates reconnaissables initiales sous le quartier incendié, les attentes étaient élémentaires. Ils croyaient rencontrer des niveaux de sous-sol, peut-être quelques conduits utilitaires archaïques et des vestiges dispersés de constructions antérieures à l'incendie. Rien d'inhabituel, rien d'extraordinaire. Mais en quelques semaines, cette présomption vola en éclats, car au lieu d'une séquence ordonnée d'étages souterrains, les équipes révélèrent une succession de strates technologiques qui ne se comportaient pas comme l'infrastructure d'une ville conventionnelle est censée se comporter. La première anomalie fut l'interconnexion. Chaque couche, sous-sol connu, sous-sol inconnu, et quoi qu'il existât dessous, semblait adhérer à des systèmes de distribution d'énergie identiques, des configurations de conduits identiques, des principes d'ingénierie identiques. Des époques différentes ne devraient pas présenter cela. Différents bâtisseurs, différents objectifs, différentes décennies. Ils ne construisent pas en intégration parfaite avec des systèmes datant de générations antérieures. Pourtant, sous New York, ils le faisaient. Les conduits d'une période se connectaient directement aux conduits enfouis des mètres en dessous d'eux. Les réseaux de distribution d'énergie maintenaient la même trajectoire, même lorsque séparés par ce qui semblait être des cycles entiers de construction. C'était comme si chaque groupe ayant jamais bâti sur ce terrain se connectait à une infrastructure originelle, une qui n'existait plus dans aucune archive d'ingénierie. À mesure que les ouvriers excavaient plus profondément, les strates devenaient plus étranges. Sous les sous-sols et fondations anticipées, ils commencèrent à rencontrer des machines ne ressemblant en rien à l'équipement contemporain. Des boîtiers substantiellement plus grands, des tolérances considérablement plus serrées, des configurations semblant excessivement précises mathématiquement pour quoi que ce soit dans la chronologie documentée de New York. Certains mécanismes semblaient presque surconçus, des assemblages rotatifs d'équilibre parfaits, façonnés avec une précision ne correspondant pas aux usines rudimentaires de cette période. Puis arriva la découverte qui confondit même les membres les plus conservateurs des équipes d'ingénierie. Les chambres cristallines. Pas des salles de stockage ordinaires ou des espaces utilitaires, mais des chambres géométriques tapissées de matériaux semblant conduire l'énergie. Des surfaces métalliques montrant des signes d'activité électromagnétique soutenue, des salles inférieures dotées de ce qui semblait être des systèmes d'amplification par résonance, des boîtiers avec des formations cristallines n'ayant de sens logique que pour des machines générant de l'énergie par des moyens dépassant la vapeur ou l'eau.
Pourtant, il n'existe aucune documentation historique de New York possédant jamais une telle génération d'énergie avant l'incendie. Aucun registre montrant des processus industriels nécessitant cette variété de gestion énergétique. Rien qui clarifie pourquoi des sections substantielles de l'infrastructure la plus profonde apparaissent comme si elles avaient autrefois abrité une technologie dépassant de loin tout système énergétique reconnu du début du XIXe siècle. Les photographies de récupération capturées en 1835 et 1836 démontrent cela sans équivoque. Des ouvriers positionnés près de boîtiers si massifs que les hommes paraissent miniatures en comparaison. Des composants usinés si précisément que même aujourd'hui les ingénieurs électriciens examinent les images d'archives avec incrédulité. Des tolérances et assemblages ressemblant à la génération d'énergie contemporaine bien davantage qu'à quoi que ce soit attribué à l'Amérique des années 1830. Mais le détail le plus troublant n'était pas ce qui se matérialisait dans les photographies, c'était ce qui ne se matérialisait pas dans les archives. Les rapports autorisés composés dans les mois suivant l'incendie référencent à peine ces caractéristiques. Certains dessins excluent entièrement les chambres les plus profondes. Des machines particulières sont condensées avec une terminologie imprécise comme débris ou équipement antérieur, même si les photographies démontrent qu'elles étaient bien plus complexes que cela. Le silence est difficile à négliger, car si ces découvertes plus profondes appartiennent véritablement à des périodes historiques reconnues, pourquoi ne furent-elles pas dépeintes en détail? Pourquoi les mécanismes inhabituels ne furent-ils pas documentés exhaustivement? Pourquoi les photographies furent-elles dispersées dans des collections privées au lieu d'être assemblées en un rapport municipal unique? Même certains composants levèrent un signal d'alerte. Des bords excessivement tranchants, des surfaces excessivement lisses, des canaux excessivement uniformes, des marques semblant moins relevées du forgeage manuel que de l'usinage de précision. Un usinage qui, selon la chronologie conventionnelle, n'existait pas quand ces composants furent supposément manufacturés. Plus les équipes excavaient profondément, plus il devenait difficile d'incorporer ces découvertes dans le récit ordonné et linéaire du passé new-yorkais. Car couche après couche, le sol sous le quartier financier commençait à paraître moins comme une séquence de phases de construction et davantage comme un dépôt de secrets enfouis. Un endroit bâti, rebâti et enterré à maintes reprises, mais se connectant perpétuellement à la même infrastructure énigmatique. Et cela nous conduit au tournant le plus significatif de la découverte complète. Une infrastructure ne correspondant à aucune période. Un système ne concordant pas avec l'ingénierie américaine, ne concordant pas avec la conception européenne, ne concordant avec aucune civilisation reconnue. Quelque chose d'égaré, quelque chose d'anachronique. Lorsque les équipes de récupération s'enfoncèrent plus profondément dans le sol sous le quartier incinéré, les découvertes cessèrent de ressembler à quoi que ce soit appartenant à une chronologie industrielle, ordonnée et structurée. Ce qu'elles commencèrent à découvrir furent des systèmes ne concordant pas avec l'ingénierie américaine, ne concordant pas avec la conception européenne, et ne concordant même pas entre eux dans un sens traditionnel. Au lieu de cela, ils formaient un langage technologique inhabituel, un qui semblait provenir de multiples époques, mais demeurait néanmoins unifié, intégré et impossiblement exact. Le choc initial arriva avec les chambres elles-mêmes. Ce n'étaient pas des sous-sols de stockage rudimentaires ou d'étroits passages utilitaires, c'étaient des espaces géométriquement parfaits, des salles façonnées avec des dimensions exactes, des arches maintenant leur courbe impeccablement, et des charpentes métalliques arrangées avec cohérence, presque comme les vestiges d'une installation maîtresse n'existant plus dans aucune archive. Certaines chambres étaient entièrement scellées, compactées avec un remplissage si concentré que les ouvriers crurent avoir rencontré la roche-mère. Mais une fois ouvertes, elles révélèrent des intérieurs semblant intacts depuis le moment de leur fermeture. Des murs raffinés, du métal ajusté et des machines générant davantage de mystère que de solutions.
Puis arriva la caractéristique confondant encore aujourd'hui les chercheurs, les noyaux énergétiques sphériques. Officiellement, ils furent ultérieurement étiquetés comme équipements de citernes archaïques ou appareils de chaudière abandonnés. Mais rien en eux ne correspond au stockage d'eau ou à la génération de vapeur typique. Ils étaient excessivement symétriques, excessivement usinés avec précision et excessivement scellés parfaitement, comme s'ils avaient été conçus avec des instruments capables de maintenir des tolérances que nous associons à la fabrication contemporaine. Certains noyaux étaient assez substantiels pour accueillir plusieurs hommes à l'intérieur. D'autres contenaient des mécanismes internes semblant conçus pour rotation à des vélocités prodigieuses. Les ouvriers de 1835 les décrivirent dans leur correspondance privée comme des récipients usinés, non des réservoirs de stockage, mais des conteneurs avec un but énergétique, bien que personne ne pût spécifier quel pouvait être ce but. Les surfaces de ces sphères montraient des caractéristiques étranges, des motifs cristallins incrustés dans le métal, des gravures géométriques semblant canaliser l'énergie, et des matériaux que les métallurgistes des années 1830 ne pouvaient classifier. Une autre anomalie se matérialisa dans les réseaux de distribution d'énergie eux-mêmes. Ce n'étaient pas simplement des fils ou tuyaux reposant sur les planchers des chambres. Beaucoup étaient intégrés dans les murs mêmes, positionnés selon des angles n'ayant aucun sens conventionnel, encastrés dans une maçonnerie datant clairement d'avant tout système électrique que New York possédait officiellement. Ils étaient lits et façonnés avec des canaux de guidage, des conduits n'ayant aucun sens pour la vapeur ou l'énergie hydraulique, mais un sens absolu pour quelque chose conduisant l'énergie par résonance ou principe électromagnétique. Cela généra une perspective inconfortable. Les bâtiments en surface pourraient ne pas simplement reposer sur des fondations naturelles. Ils pourraient siéger sur quelque chose de considérablement plus vaste, un système de génération d'énergie dont la fonction ne fut jamais enregistrée, jamais enseignée et jamais clarifiée dans l'histoire autorisée de la ville. Plus les ouvriers enquêtaient, plus les découvertes devenaient étranges. Des composants métalliques se matérialisaient avec des limites parfaitement droites. Certaines surfaces étaient polies, lisses, presque finition miroir. D'autres montraient des lignes coupées avec précision si nette que les machinistes contemporains débattent encore des instruments ayant pu les produire. Mais la découverte générant le plus de confusion fut la composition matérielle de composants particuliers. Certaines pièces étaient manufacturées à partir d'alliages que les métallurgistes de 1835 ne pouvaient identifier. D'autres montraient des structures cristallines ne se développant que sous des conditions dépassant de loin toute forge ou fonderie de cette époque. Certains matériaux semblaient répondre aux champs magnétiques de manière ne devant pas être possible avec les métaux connus de la période. L'explication autorisée fournie ultérieurement: gisements de minerais inhabituels, fer météorique, formation minérale naturelle. Mais cela ne clarifie pas pourquoi ces matériaux se manifestent dans des composants usinés, pas sous forme brute, façonnés, traités, manufacturés en pièces mécaniques précises. Cette variété de métallurgie demande des températures et techniques dépassant de loin la capacité du 19e siècle, dépassant de loin tout ce qui est documenté dans l'histoire industrielle américaine. Certaines surfaces montraient ce que les ingénieurs modernes reconnaîtraient comme marquage électromagnétique. Des motifs ne se formant que lorsque de l'énergie haute fréquence traverse des matériaux conducteurs à répétition sur des périodes prolongées. Peu après ces découvertes, quelque chose d'étrange commença à se produire. Des chambres furent à nouveau remplies, des passages furent obstrués, des sections profondes de la zone de récupération furent isolées de toute excavation ultérieure. Une partie de ceci fut formellement étiquetée comme considération de sécurité, nécessaire pour soutenir la nouvelle construction au-dessus. Mais les déterminations sur quelles chambres remplir d'abord et quelles zones enterrer définitivement soulevèrent des questions feutrées parmi les observateurs. Car les espaces qui furent fermés immédiatement étaient systématiquement ceux contenant les machines les plus anomales.
Les noyaux de précision, les composants d'alliage inconnus, les systèmes énergétiques intégrés, les chambres cristallines semblant s'étendre bien au-delà de la zone d'excavation. Ces chambres furent peut-être la découverte la plus mystérieuse de toutes. Elles n'étaient pas des espaces souterrains aléatoires. Elles faisaient partie d'une configuration organisée, une grille d'espace semblant moins relevée du stockage que de nœuds dans un réseau énergétique. Alignée, mesurée, planifiée, comme si elle servait autrefois une fonction que nous ne pouvons plus identifier. Et pourtant, presque aussitôt découvertes, beaucoup furent à nouveau scellés. Leurs entrées obstruées, leurs buts inexplorés, leur existence discrètement retirée des chartes ultérieures. Lorsque vous examinez les semaines finales de l'opération de récupération de 1835, quelque chose devient impossible à méconnaître. Le projet ne se termina pas. Il fut arrêté. Pas achevé, pas terminé. Arrêté. Plus les équipes de récupération s'enfonçaient, plus le ton de leur documentation se transformait. Les entrées précoces étaient assurées, presque routinières. Mais vers la conclusion, le langage devient prudent, ambigu et étrangement incomplet, comme si quelqu'un d'autre contrôlait soudainement ce qui pouvait être enregistré. Et c'est là que le mystère ultime commence. Car les chambres finales qu'ils ouvrirent sous New York n'étaient pas ordinaires. Elles n'étaient pas sous-sol. Elles n'étaient pas espaces utilitaires. Elles n'étaient même pas identifiables comme un type reconnu d'infrastructure. Elles étaient quelque chose d'entièrement différent. Plusieurs rapports, les rares ayant survécu, dépeignaient des machines passant soudainement du familier à l'inexplicable. Des boîtiers avec des tolérances si serrées qu'on ne pouvait insérer du papier entre les composants. Des assemblages rotatifs équilibrés avec une précision que l'Amérique des années 1830 n'était jamais censée posséder. Des plateformes construites pour supporter des mécanismes bien plus lourds que tout ce qui est documenté dans les structures au-dessus, et des passages s'étendant au-delà de la zone d'excavation, disparaissant dans l'obscurité sous le New York contemporain. Mais voici l'aspect toujours dissimulé. Les machines les plus avancées furent l'équipement réenterré le plus rapidement. Les ouvriers décrivirent avoir comblé des chambres entières, scellé des entrées, compacté de la terre dans des espaces tout juste découverts. Ce ne fut pas graduel, ce fut immédiat. L'explication autorisée, préoccupation structurelle, exigence de sécurité, délai de construction. Mais s'il s'agissait uniquement de sécurité, pourquoi l'équipement le plus sophistiqué, le plus précisément conçu, fut-il scellé en premier? Et pourquoi les débris manifestement endommagés furent-ils laissés exposés pour documentation? Cela n'a aucun sens logique à moins que ces découvertes plus profondes ne posent une variété différente de menaces. Pas physiques, historiques. Car si l'infrastructure sous New York démontrait véritablement une ingénierie dépassant de loin la capacité des années 1830, et si certaines de ces machines ne concordaient avec aucun fabricant connu, alors le récit accepté complet du développement technologique américain commence à se désintégrer. Imaginez ce que cela signifierait si une ville contemporaine était construite par-dessus quelque chose de bien plus ancien, quelque chose d'avancé, quelque chose d'ingénieux, quelque chose que nous n'avons pas construit. Imaginez ce que cela signifie si les fondations n'étaient pas simplement sous-sol, mais des tentatives délibérées de bâtisseurs ultérieurs pour dissimuler ou réutiliser une technologie qu'ils ne pouvaient clarifier. Et peut-être est-ce pourquoi les découvertes de 1835 furent discrètement réenterrées. Non pour sauvegarder les sites, mais pour sauvegarder le récit. Les photographies survivantes transmettent leur propre récit. Des ouvriers positionnés près de boîtiers semblant presque contemporains. Des composants ressemblant à la fabrication de précision. Des systèmes excessivement intégrés pour leur âge supposé. Ce ne sont pas les variétés de découvertes que les historiens préfèrent clarifier. Ce sont les variétés qu'ils préfèrent ne pas discuter du tout. Et cela nous amène à la question finale. Une question qu'aucune archive, aucun manuel, aucune publication autorisée n'a jamais répondu exhaustivement. Pourquoi les preuves les plus avancées,
Les machines les plus sophistiquées, la technologie la plus anomale furent-elles à nouveau scellées? Car lorsque vous prenez du recul, la configuration devient apparente. Les machines de précision furent enterrées, les alliages inconnus furent enterrés, les systèmes énergétiques intégrés furent enterrés, les chambres cristallines furent enterrées, les noyaux énergétiques sphériques furent enterrés, et même des portions de la documentation photographique disparurent, presque comme si l'opération de récupération avait par inadvertance révélé un chapitre d'histoire qui n'était pas censé refaire surface. Un chapitre plus ancien que le grand incendie, plus ancien que la ville que nous reconnaissons, plus ancien que le récit qu'on nous a fourni. Et pour un instant bref, en 1835, la Terre s'ouvrit juste assez pour le révéler. Mais au lieu de l'examiner, ils le refermèrent. Scellé, comblé, oublié, ou feignir de l'oublier. Car si New York se dresse par-dessus une technologie construite par une civilisation que nous ne reconnaissons plus, alors la véritable question n'est pas ce qui fut découvert en 1835. C'est ce qui d'autre gît sous les villes du monde. Quels autres incendies, quelles autres catastrophes, quelles autres destructions opportunes dégagèrent de la surface juste assez longtemps pour que quelqu'un enterre ce qui existait dessous? Les centrales énergétiques éthériques de 1835 n'étaient pas simplement des débris d'une usine oubliée. Elles furent un aperçu, un bref aperçu accidentel dans une version de l'histoire que nous n'étions jamais censés contempler. Et maintenant, cet aperçu est votre indice, votre carte, votre invitation à questionner tout ce que nous pensons comprendre sur comment notre monde fut véritablement construit. Car si c'est ce qui survécut sous une ville, imaginez ce qui bourdonne encore dans l'obscurité sous le reste. Quelque chose d'égaré, quelque chose d'anachronique. Ceci conclut le documentaire, mais notre recherche continue.